Je m'appelle Adrien, j'ai 13 ans et aujourd'hui mon grand-père m'emmène dans l'alpage où il gardait ses moutons quand il avait mon âge. Le grand-père, c'est moi, Alain, et je suis très heureux aujourd'hui d'emmener mon petit-fils Adrien et mon fils Guillaume dans les alpages. Je suis le fils Guillaume, je suis avec mon père et mon fils et on va là où j'allais, enfant, avec mon père dans les alpages et je vais transmettre aussi à mon tour à mon fils. Notre journée débute ici à Pierre-Grosse et Pierre-Grosse, c'est le quartier qui est cultivé, le quartier le plus haut cultivé. Au-dessus, c'est l'alpage. Alors tu vois Adrien, tu vois ce sentier comme il est raide et ça monte encore longtemps. Hein. Alors tu t'imagines quand il fallait partir d'en bas du village, là on est monté jusqu'à Pierre-Grosse avec la voiture, mais avant, très longtemps, on partait du village lui-même en bas. Et comment il faisait pour faire les courses? Pour faire les courses, il y avait un âne sur lequel on mettait un bât et dans lequel il y avait des sacs de chaque côté. Et on mettait les courses pour presque un mois. Voilà. Et c'était vraiment, on ne descendait pas tout le temps. Hein. On descendait que rarement, uniquement pour survivre. D'accord. Oh regarde, là-bas il y a un agneau, il est tout seul. Oh oui, effectivement. Alors, il ne devrait pas être tout seul. S'il est tout seul, c'est qu'il n'a pas pu suivre le troupeau. Et s'il n'a pas pu suivre le troupeau, c'est parce que hier, le troupeau a dû monter en pleine chaleur et il a eu tellement chaud qu'il a calé ici. Et il a passé la nuit tout seul. Heureusement, le loup n'est pas passé. Mais papa, regarde, il a l'air malade. Oh non, il a l'air un peu faiblard, peut-être qu'il boite un peu, mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. C'est le numéro 88. Oh, il est tout doux. Oh là là, en plus il a pas peur. Ouais, il est malade, sinon il aurait peur. Hein. Il est pas malade du tout. Il boite même pas. Pélin, pourquoi il a un numéro sur son corps? Eh bien, quand les brebis agnellent, pour qu'on retrouve la maman et l'agneau, on met le numéro sur la maman et sur l'agneau, pour savoir que c'est l'agneau et sa mère. Ah, ben, nous voici arrivés. Alors d'ici, c'est un belvédère assez spectaculaire parce que on voit toute la vallée de la Durance. En bas, l'usine de la Roche de Rame. Ensuite, on voit Champcelas, le village. Puis, un peu plus haut, on voit Seille, un hameau. Et puis ici, dans les arbres, les forts. Et nous sommes montés par le petit sentier en tourniquet, comme ça. Et nous arrivons donc à Clos-Lafond. D'ailleurs, on entend les sonnailles là du troupeau. Hein. On entend les sonnailles des brebis qui arrivent là. Elles arrivent, elles vont faire le tour du rocher. On les voit là, elles sont en bas. Et regardez comme c'est abrupt. C'est vraiment du pastoralisme de haute montagne là. C'est pas de la rigolade. Hein, regardez. Ah ouais. Ça c'est du troupeau d'en haut, Pélin? Hein, c'est le troupeau d'en haut, ouais, ouais. Après il remontera et on les Ah verra. ben après ils remontent. Lorsqu'on va arriver dans 1 heure ou 2, ils vont arriver à la cabane. Le temps qu'on s'installe et qu'on casse la croûte, ils vont arriver avec le berger. Mais le berger, il va suivre sur le sentier. Il sait que ces brebis restent en bas, mais après, elles vont, il sait exactement où elles vont, quoi. C'est ça. Être berger, c'est leur donner le sens de départ et savoir où elles vont aller faire le tour et puis revenir pour chômer. Alors, il y a plusieurs sons, parce qu'il y a plusieurs types de sonnailles. Il y a les platelles, qui sont assez plates. Il y a les rodons, qui sont ronds.
et il y a les pics qui sont assez allongés. Alors, elles ont ce qu'on appelle un battal, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient taper, qui fait le bruit, et c'est un os qui n'a pas été cuit et qui est relié à la sonnaille par un petit lacet de cuir. Et l'os donne un son assez spécial qu'on entend très loin. Regarde, ils sont là-bas. Ils sont en train de traverser. Alors pourquoi les sonnailles? Parce que le berger, il sait exactement combien il a de sonnailles. Et quand il les entend de loin, il dit tiens, il me manque ma platelle. Donc il sait que le troupeau s'est partagé et que un groupe de brebis est parti ailleurs qu'au lieu de suivre le troupeau, quoi. Alors ça sert à ça. De même que les brebis noires qu'on voit dans les troupeaux, c'est pour ça. Il y en a une dizaine, il les compte, il dit ah, le troupeau est à son complet. S'il n'y en a que 8, il dit ah, le troupeau s'est partagé. Regardez, elles arrivent là. Bon alors ici on sort de la forêt, comme vous le voyez, forêt de Mélèze d'ailleurs, et on rentre dans l'alpage, dans Clos Lafond lui-même, le Clos Lafond, et au-dessus il y a Tête de Golan. Tête de Golan qui est très prisée par les randonneurs à ski. Regarde Pélan, là-bas il y a la cabane. Je pense que là on est enfin arrivé. Absolument, on est arrivé à Clos Lafond, effectivement. Et pourquoi Clos Lafond? Clos Lafond, ça vient du mot occitan, du patois, qui veut dire le clos de la source. Et on a ici une source, regardez-la là-bas, cette petite source où c'est vert. Cette source, elle permet à ce quartier de l'alpage d'être pâturé. Parce que les brebis ne pourraient pas rester ici s'il n'y avait pas de quoi boire. Je me rappelle qu'avec Pépé, chaque fois qu'on venait là aux brebis, on mettait le pastis au frais dans la source et on remplissait les verres pour le pique-nique. Un petit robinet comme ça pour nourrir 1200 bêtes, c'est vraiment pas beaucoup. Effectivement, hein, ça paraît pas beaucoup, mais comme il coule, il serpente là le long, eh bien, l'abreuvoir il est très long et ça suffit pour 1200 bêtes. Effectivement, il y a 1200 bêtes. Pourquoi vous photographiez, vous regardez le toit de cette cabane? Parce que tu vois, sur le toit, tous les gens qui passent, enfin ceux qui pensent à prendre de quoi noter, mettent un petit mot avec une date. Et là, tu as presque toute la famille là, qui a écrit. Tu vois, là, il y a... Moi, je suis là. Il y a tonton là-bas. Benjamin. Il y a Pélan aussi. Il y a ton grand-père ici. Il y a tata Mireille ici. Il y a les Il y a cousins. Vincent aussi ici, il y a Vincent. Vincent, c'est ton Et il y a Fanny là ici. Fanny. Il y a je sais pas qui là Voilà. aussi. Et regarde Adrien, là, il y a écrit Guillaume et Vincent Prorel. Vincent, c'est mon cousin Vincent, tu sais. Je sais. Embrasse toutes les filles. On avait écrit ça quand on était ados. Prorel Alain, souvenir du 13 juillet, jour où on quitte Clos Lafond pour aller à Tramouillon. Voilà, alors ça c'est le côté un peu touristique des choses, à part moi qui étais berger ici, mais sinon tu vois par exemple ici, le plus beau, Gay Maxime, natif de Châteauroux, locataire de la montagne en 1950, 56 et 58, berger éleveur demeurant à Mérindol dans le Vaucluse. Alors, tu vois, ça, c'est pas uniquement les gens de passage qui écrivent parce qu'ils aiment la montagne, mais c'est aussi les bergers.
nous allons continuer la tradition. Moi, je vais écrire mon Nous nom. n'y manquerons pas et tu écriras ton nom si tu veux. Voilà. Il faut avoir un crayon pour ça. Ouais, on a le crayon. Je vais l'écrire là, en gros là. Bon alors, tu vois, c'est ici, Adrien, que j'ai passé mes étés quand j'avais 13 et 14 ans comme berger, quoi. Alors évidemment, on dormait dans cette petite cabane là, et berger, il y avait quand même le berger adulte qui gardait tout le troupeau, mais moi je gardais les brebis qui étaient infectées d'une maladie qu'on appelle le piétin. Et donc j'avais la responsabilité de les garder. Elles ne suivaient pas les autres parce que comme elles boitaient, elles ne pouvaient pas suivre. Et donc je les gardais à un endroit et je leur portais le sel. C'était mon boulot, faire en sorte qu'elles y soient toutes, qu'elles ne soient pas partagées et tout ça. Voilà, c'était quand j'avais 13-14 ans, c'est-à-dire ton âge. Et donc tu montais quand? Ben, je montais avec le transhumant, c'est-à-dire quand le transhumant montait vers le 20 juin, le temps de venir trier les blessés, je montais quand j'étais en vacances, quoi, parce que j'étais à l'école quand même. Hein. Donc dès que j'étais en vacances, je venais ici. Et tu faisais les soins aussi? Ben, j'apprenais, ouais, j'apprenais à faire les soins. C'est-à-dire qu'il fallait, on avait un couteau, il fallait curer la corne, etc., qui était purulente, c'est le mot. Et on y mettait dessus, je ne sais pas, ce qu'on appelait du glésil, une poudre bleue qui faisait très très mal, mais qui était antiseptique. On curait le pied infecté, et il y avait des asticots qui sortaient comme ça, on les faisait tomber comme ça par terre. Des asticots blancs. Mais tu redescendais pas? Ah, je redescendais pas. Je redescendais pas parce que jusqu'à la rentrée, quoi, ou peut-être pendant un mois et demi. Voilà, je descendais quand il fallait aller aux courses, faire les courses. On mettait le bas à l'âne et on partait en bas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quoi. Moi, effectivement, j'ai toujours aimé les animaux, puisque aujourd'hui encore j'ai un cheval. Hein, j'aime les animaux. Et j'étais très content que mon fils Guillaume ait cette même passion, parce que c'est une passion tellement agréable et tellement géniale. Quand j'étais tout petit, mes souvenirs d'aller garder les brebis avec toi et avec les grands-parents, ça, je pense que ça a joué dans ma vocation. Et puis même, il y a des choses que je savais déjà, grâce à Pépé qui lui savait pas mal de trucs vétérinaires, de parer les brebis quand il y avait la luzerne fraîche pour pas qu'elle gonfle. Exactement. Bon, après j'ai appris plus en détail, mais j'avais quand même des bases grâce à ça. Ah ben ça c'est sympa de le rappeler. Hein. Tu fais honneur à ton grand-père et à ton père, par la même occasion. Et puis là, ici, ça pue vraiment. Hein. Comment ça pue? Non mais, il faut pas dire ça. Moi je trouve que ça sent bon. Je trouve même que c'est le parfum. Et que j'irais même plus loin, je dirais que c'est le parfum de l'estive. D'ailleurs, ça a été le titre d'un livre que j'ai écrit sur le pastoralisme à Clos-Lafond et à Tramouillan, qui s'appelle Le parfum de l'estive. Et Adrien, tu sais ce que ça veut dire, estive? Non. Dans estive, il y a le mot été, c'est-à-dire le parfum du séjour pendant l'été à la montagne. Tu vois, le mot estive, il a plusieurs sens. C'est le séjour pendant l'été à la montagne, séjour des brebis et du berger. Ouais, alors tu vois, Guillaume et Adrien, regardez, la cabane de l'époque où j'étais, ça n'a rien à voir avec la cabane d'aujourd'hui. La cabane d'aujourd'hui, elle est vachement moderne. Il y a même un panneau solaire là. Ça a été modernisé, mais la technique de l'estive est toujours la même. C'est-à-dire que les brebis, elles dorment toujours au même endroit et elles vont toujours pâturer dans les mêmes quartiers, elles font toujours à peu près le même trajet pendant la journée. Comme on vient de les voir là-bas, elles passent là-bas derrière et elles reviennent par ici. La journée elle-même, elle n'a pas changé et l'organisation de l'estive n'a pas changé non plus. Alors, cette estive, elle se déroule approximativement autour du 20 juin jusqu'au 15 octobre.
15 octobre, c'est-à-dire le samedi qui précède la foire de la Saint-Luc à Guillestre. Ça, c'était traditionnel et ça reste la tradition. D'abord, quand les brebis montent, elles montent du côté de Tramouillon, là-bas. Elles restent peut-être 15 jours là-bas et après elles viennent ici. Elles viennent ici au mois de juillet, dans ce quartier de Clos-Lafont. Clos-Lafont, qui est un peu spécial parce que c'est un des rares alpages où la voiture n'accède pas à la cabane. On ne peut pas accéder à la cabane en voiture. 15 jours à peu près à Tramouillon, puis le mois de juillet ici, puis après on retourne vers le 10-15 août, on retourne vers Tramouillon jusqu'à la fin de l'estive. Ça se passe en 3 étapes, si l'on peut dire, et 3 cabanes. Clos-Lafont, bien sûr, ça veut dire, ça vient de l'occitan, clos de la source, parce que la source en occitan se dit fount, comme la fontaine d'ailleurs. Au départ, c'était Clos-Lafont. Puis ça a été francisé quand on a fait les cadastres, etc. Quand on a fait les documents officiels, on a écrit Clos-Lafont. C'est une aberration. Clos-Lafont en un seul mot. Mais ça ne veut rien dire. Ça a perdu son sens. Tout ce qui fait la beauté du mot et tout ce qui fait la beauté du paysage, c'est Clos-Lafont, la fontaine, la source, quoi. Et avec 2 F en plus. Et avec 2 F en plus. Mais enfin, là, c'est les intellectuels qui sont arrivés sans trop demander aux gens du pays comment il fallait écrire tout ça. Je m'insurge parce que c'est vraiment presque un crime de lèse-majesté. Eh mais Pélin, ici, il n'y a pas de réseau. Ah, tu cherches le réseau? Non, mais est-ce que moi j'avais du réseau quand j'étais ici à ton âge? Non, mais est-ce qu'on n'avait pas besoin de réseau? C'est tellement beau ici. Mais tout. Regarde, on n'avait pas de téléphone. Bien sûr, on n'avait même pas au village de téléphone. Alors tu t'imagines, ça c'est sûr que c'était une autre histoire, c'était une autre époque. Oublie le réseau, jette ton téléphone. Nous, on vient de la région parisienne, donc quand on vient ici, ça ressource, ça fait du bien de retrouver les odeurs, les traditions, les histoires de la famille. Et donc, pour qu'il oublie un peu les téléphones et qu'il retrouve tout ça. Les bergers à l'époque, bon, moi j'étais là, assistant berger si l'on peut dire, mais il y avait un berger qui avait la responsabilité de tout le troupeau. Et ce berger, alors, d'abord, c'était souvent des jeunes éleveurs. Ils n'étaient pas éleveurs justement, c'était des gens qui étaient considérés comme un peu ayant échoué dans la vie, qui n'arrivaient pas à avoir de métier, etc. À tort, ils étaient considérés comme ça, parce qu'ils avaient une certaine sagesse que j'appréciais beaucoup et qui expliquait beaucoup de choses. Ils n'étaient pas trop considérés par les éleveurs, mais ils arrivaient à avoir une certaine sagesse que j'appréciais beaucoup. Certes, certains étaient un peu portés sur l'alcool, c'est vrai, on doit le dire, hein, mais bon, pas tous. Quand tu imagines le berger seul ici avec 1200, 1500 brebis, tu imagines qu'il devait gérer tout, que ce soit sa vie, mais aussi les maladies du troupeau. Donc en fait, oui, maintenant en tant que vétérinaire, on imagine bien que le berger devait être indépendant, connaître même des fois mieux que les vétérinaires qui ne sont pas spécialistes toutes les maladies de ces bêtes et de gérer, d'avoir le matériel de base bien sûr, mais il devait tout gérer tout seul. Mais avant, les gens ils soignaient à leur façon. Par exemple, quand une brebis avait une patte cassée, elle prenait une pierre sur la jambe. Eh ben, on n'allait pas lui mettre un plâtre, descendre un plâtre, chercher au véto. On lui mettait ce qu'on appelle de la poix, c'est-à-dire la pègue en patois. Un emplâtre de poix, voilà, qui remplaçait le plâtre. Elle restait à la cabane. Elle restait autour de la cabane où elle était avec les malades, et puis petit à petit elle arrivait à suivre, on les voyait quelquefois, puis ça finissait par guérir, l'emplâtre disparaissait, à l'automne on ne voyait plus rien. Voilà. Et au niveau des pertes, tu avais quoi comme perte? Alors, le pourcentage accepté c'était 10% de pertes.
Pourquoi il y avait beaucoup de pertes? Parce qu'il y a des endroits très escarpés, rocheux, pentus, etc. Et il y a beaucoup d'accidents. Il y avait autre chose qui n'est pas trop officielle, mais je tiens à le dire, c'est que les bergers n'étaient pas toujours honnêtes. Quelquefois, ils ne descendaient pas nécessairement en bas faire les courses, et ils avaient le couteau facile. C'est que quand ils voyaient un bel agneau de temps en temps, ou quand ils avaient des amis de Marseille qui venaient, en particulier, je pense à un berger quand même qu'on a bien connu, on savait que qu'il allait se servir, et donc ben voilà, il y avait des gigots qui tournaient sur les broches du coin ici. Ça faisait partie des pertes. Oui, alors tout à l'heure j'ai dit un truc qui est un peu faux. J'ai dit que les techniques n'avaient pas changé. Certes, le circuit est toujours le même, mais il y a une technique qui a changé. Il y a une façon de procéder qui a changé. C'est faire dormir les brebis. Faire dormir les brebis ici, c'est pas naturel. Pourquoi? Parce que les brebis n'aiment pas dormir ici. Si elles dorment ici, c'est parce qu'il y a le parc qui les retient. La brebis aime dormir en hauteur. Elle est toujours sur un cerf. Un cerf, c'est un mamelon comme ça. Pourquoi vous mettez un filet, vous ne les laissez plus dormir là-haut? Pour une raison de prédation. Parce que si le loup arrive, il sera moins sûr de lui près de la cabane que là-haut. Là-haut, il attaquera les brebis facilement. Est-ce que vous aviez déjà des patous à l'époque? Non, il n'y avait pas de patous, on ne connaissait même pas leur existence. Les patous sont arrivés beaucoup plus tard, quand le loup est arrivé, du Mercantour. À l'époque, il n'y avait pas de loup, on n'avait pas de patous, il n'y avait pas de souci. Il y a les patous qui sont là et qui sécurisent un peu le berger parce que, ben, ma foi, il sait que le patou, il est là pour protéger le troupeau. Et d'ailleurs, il le fait très bien. Il y a simplement un truc, c'est que quelquefois, les patous, ils ne font pas la différence entre le loup et l'humain. Et quelquefois, il y a des problèmes d'attaque de patous, des touristes qui sont attaqués par les patous, quoi. Et ça crée des problèmes. Ouais, ben bonjour, alors ça se passe bien cette estive-là? Si. Il n'y a pas trop sec? Non, parce qu'il y a eu beaucoup d'eau. Hein, oui. Mais ça fait canicule. Donc ça va, donc l'herbe ne manque pas. Hein. Ça manque pas. Clos-la-Fongue, c'est un quartier un peu petit, mais ça manque pas encore. Alors moi, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que figure-toi que quand j'avais 14 ans, que j'avais l'âge de mon petit-fils, j'étais berger ici. Tu as vu sur la cabane? Si, j'ai vu le nom gravé sur l'école. Ouais. Et donc c'est un retour là, ça me fait plaisir d'être avec mon fils déjà et mon petit-fils, ça fait 3 générations quoi. Et surtout revenir ici et expliquer à Adrien tout ce qui se passait déjà à l'époque, qui a changé. En tout cas, le pastoralisme n'a pas changé vraiment quoi. C'est toujours le même circuit que font les bêtes. Tu es parti d'où ce matin? De là? De là, la montagne est la même que quand tu y gardais. Ça n'a pas trop changé, peut-être c'est plus boisé. Ah, c'est possible que les mélèzes descendent, ça c'est possible. C'est possible parce qu'avant ça se coupait plus, mais en fait faire berger c'est un métier ancien. J'avais fait une école parce que là... Ah, tu as fait l'école de berger? Ouais, parce que ça aide à rentrer évidemment, dans le milieu. Évidemment. Ouais. Bien évidemment. Moi, quand je l'ai fait à 14 ans, je ne l'ai pas fait longtemps, que pendant les vacances. Hein. Mais il n'y avait pas d'école et on le faisait, ça se transmettait de génération en génération. Si, quoi. bien sûr. Tu vois, mais ici, dans la Crau, vous avez l'école du Merle. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. À Saint-Martin-de-Croix. Saint-Martin-de-Croix, et ça fait plus d'un siècle que ça existe. Ah oui. Ce qui est normal, hein, c'est un métier. Hein. On ne peut pas être berger comme ça, quoi. Je m'appelle Arnaud parce que je suis catalan. Je viens des Pyrénées andorran, et auprès de l'Andorre, catalan.
Et ça fait 10 ans que je suis berger et ça en fait 8 que je viens dans les Alpes. Paja. Avant de devenir berger de montagne, oui, j'avais fait les études universitaires. J'ai fait beaux-arts et anthropologie. J'ai fait plein de travail parce que j'ai commencé à 29 ans à faire berger. Dans le bétail, j'avais commencé comme fromager. Et alors pourquoi les Alpes? Les Alpes du Sud sont très méditerranéens d'abord. C'est bien, au niveau climatique, c'est magnifique. Mais d'abord, il faut dire que pourquoi France et pas l'Espagne? Parce qu'en Espagne, on gagne très peu. En Espagne, on est très mal payé. C'est difficile de trouver un travail digne là-haut. Donc, on passe en France facilement. Et comme on est en Europe, on vient là. La plupart des personnes ils pensent que les bergers, on est tout le temps assis sur le serpouille, hein, et qu'on gagne la vie en sifflant. C'est vrai quand il fait soleil, quand on est dans l'anticyclone. Mais quand il vient la tempête, il faut se débrouiller, il faut faire parce qu'on garde pareil, hein, on sort le matin et on fait avec. Hein. C'est pas le vétérinaire, nous on dit ménescal, c'est en savoir des soins de bêtes. Plus ici que les éleveurs ne viennent pas. Dans les Pyrénées par exemple, le dimanche c'est le jour des soins et à 7h du matin les éleveurs montent et s'occupent eux de ces bêtes. Le berger ne fait pas ça. D'abord c'est pour ça aussi que c'est plus mal payé. Par contre ici l'éleveur ne monte pas et c'est nous qu'on fait le soin. Il faut savoir gérer l'herbe. C'est pas que les suivre. Il faut amener les bêtes là où tu veux qu'elles aillent, là où c'est faisable qu'elles aillent. En plus, il faut savoir qu'est-ce que tu leur donnes à manger. Il y a un peu un menu à préparer pour les bêtes sur l'herbe qu'on trouve dans l'alpage. Voilà, être responsable et aimer le bétail. 24 heures sur 24. Presque parce qu'il y a le loup. Ouais, donc on dort avec la fenêtre ouverte, avec une oreille et un œil levé, et l'autre dort. On dort le cerveau par hémisphère. T'as eu des soucis ici? Non, on a eu quelques bêtes qu'on n'a plus trouvées, mais ni mortes ni vivantes. Mais on sait qu'ils y sont, on les a entendus hurler l'année passée, pas cette année. Mais surtout, on sait pour les voisins qu'ils ont été embêtés derrière, là, Valotte, l'alpage au sud aussi. Mais nous, par fortune, la bonne garde aussi des chiens de garde, des chiens les anatoliques qu'on a contre le loup, ils font bien. Et voilà, on en est épargné pour l'instant. Et ta position justement sur la présence du loup en montagne? C'est une position un peu difficile, non? Parce que il faut être flexible autant qu'on est dans la contemporanéité, non? Les bois sont revenus, les paysans disparaissent. En plus, les politiques publiques sont pour le loup. Donc être contre d'une façon comme ça, tenace, c'est pas cohérent. Donc il faut faire avec, non? En plus, il faut voir que les subventions pour le loup, mon salaire il est complètement payé parce qu'il y a un loup, plusieurs, où il y a le loup comme prédateur. Donc ça fait évoluer. Il y a le projet européen LIFE qui donne des sous pour faire les enclos, les cabanes. Mais après, quand on loue toute une bête, je suis contre lui. Tu n'es pas armé? Je pourrais l'être parce que j'ai mon permis de chasse. Je l'ai sorti justement pour pouvoir faire mon tir de défense. Voilà. Au cas où ça arrive. Ouais. Je pense que le berger, il faut qu'on le fasse. Je ne tirerai jamais dans un loup que je ne suis pas autorisé à le faire, ni comme ça par hasard, ni le braconner, ni rien, bien sûr. Mais si jamais j'ai le droit d'un tir de prélèvement parce que le loup il m'embêtait, voilà, donc le loup qui attaque, on l'enlève. En venant de l'anthropologie, que c'est ce qui m'a amené un peu sur le pastoralisme, il y a toujours eu une envie de mémoire dans le choix de mon métier. Et là, maintenant, on a parlé avec
donc avec l'ancien ragazzo, donc on dit le rabada, le jeune, qui venait de la montagne. Il y a un truc mémorial à faire quand on fait ce boulot. Dans ce métier et au contact avec le bétail, dans la vraie montagne et tout, il y a des trucs qui arrivent que justement sont vrais. Ici, il y a des choses vraies à expérimenter, à sentir. Et j'aimerais que toute l'agriculture soit comme ça. Je ne veux pas rester un résistant, mais au moins faire un peu honneur à tout ce qui était, si on a aimé nos grands-pères et on aime nos pays, nos traditions. Voilà. Voilà, ben écoute, tu vois, moi j'ai été berger quand j'étais jeune, et après je ne l'ai plus été. Toi tu as été universitaire et puis tu es revenu berger. Oui. On a fait un parcours un peu à sens inverse, Ouais. mais je crois qu'on a les mêmes passions en tout cas. Ouais, c'est l'amour à la montagne, le choix aussi de un métier qu'on reste tout le temps dans un milieu sauvage. Ouais, ouais. C'est le seul peut-être qu'on peut faire actuellement.